typiquement, et on est dans le domaine de la physique, la guerre des Malouines. Un croiseur argentin est coulé par un sous-marin nucléaire. Est-ce qu'on peut fabriquer de l'eau lourde n'importe où, et est-ce l'acquisition potentielle d'énergie nucléaire? On peut fabriquer de l'eau lourde à peu près n'importe où. Simplement, l'installation à réaliser est quand même lourde. L'Inde, par exemple, qui n'est pas partie à l'AIEA, fabrique de l'eau lourde à tour de bras. L'Argentine a une usine d'eau lourde à Arroyito, elle existe réellement. Est-ce que l'eau lourde est un préalable à l'énergie nucléaire? Non, pas forcément. Ça dépend des types de réacteurs qu'on veut faire. Mais si on veut faire des réacteurs à uranium naturel, il faut de l'eau lourde, oui. D'accord. Alors, nous passons à l'histoire fantastique. Que sait-on des glyphes de Nazca? Et pourquoi ces glyphes ne sont-ils visibles qu'un avion ou un hélicoptère d'après vous? Alors, on n'en sait absolument rien. C'est facile. Il y a eu Maria Reiche, l'allemande, qui a beaucoup travaillé à Nazca, qui a passé sa vie à Nazca. Et c'est passionnant ce qu'elle a écrit, mais on ne peut absolument rien conclure. On n'en sait rien. Alors, dans le roman, j'ai donné une explication. Alors, un peu d'histoire et la guerre de Troie revisitée. Est-ce que Agamemnon, il faut le voir à travers Homère ou à travers Hérodote et Hélène et Ménélas? Est-ce que c'est simplement une histoire de mari trompé ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Écoutez, il faut lire effectivement les anciens. Il y a des historiens comme Hérodote, par exemple. Et puis il y a Homère qui est un poète. Moi j'ai tendance à croire les historiens, mais il se trouve que l'histoire a plutôt retenu Homère. J'ai pas très bien compris pourquoi. Je vois mal d'ailleurs cette histoire de cocufiage de Ménélas provoquer une guerre, une coalition de tous les rois grecs qui étaient tous jaloux les uns des autres comme des vieilles actrices hollywoodiennes, tout à coup se coaliser pour défendre l'honneur de Ménélas. Ça me paraît un peu bizarre, mais c'est ce que nous dit Homère. Alors, au-delà de l'histoire de cocufiage ou pas, quelle est l'hypothèse éventuelle que suggérerait votre ouvrage? Je pense que la ville de Troie devait sa prospérité, sa richesse et sa puissance à un feu secret, un feu sacré, conservé par des prêtresses vierges, d'ailleurs comme Cassandre. Et pour moi, ce feu sacré pourrait être d'origine nucléaire. Ah, alors, on arrive à l'alchimie, parce que l'alchimie aussi a recherché un feu. Dans votre ouvrage, il y a deux inconnus. Alors, on voit que vous connaissez la langue des oiseaux, puisque si je lis les deux stars, c'est Jules Canelli et Eugène Lansquenet. Alors, si on lit à la méridionale Jules Canelli, ça fait un personnage tout à fait normal. Mais si on le lit à la parisienne, Jules Canelli, ça ressemble étrangement à Fulcanelli. Oui, bien sûr. Et si on écoute bien Eugène Lansquenet, c'est pas loin d'Eugène Cancelier. Oui, évidemment. Alors, ces deux héros semblent rechercher d'autres tables d'émeraude. Pourquoi? Ils recherchent tout ce qui touche au grand œuvre pour le soustraire à la, comment dirais-je, aux méchants. Ils ne voudraient pas que ce soit utilisé à des fins militaires, etc. Donc, les tables d'émeraude, ils ne les recherchent pas, ils les ont, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est que tout ce qui touche à la science du grand œuvre ne soit pas envoyé dans le domaine public parce qu'ils considèrent que c'est dangereux. Ils ont les tables d'émeraude, alors que nous ne connaissons que la première page. Il y a ces tables d'obsidienne qui ont été trouvées à Nazca par l'héroïne. Et pareil, ils vont récupérer les tables d'obsidienne, et puis cette fameuse statue du palladium sur laquelle sont gravés des caractères peu lisibles par le commun des mortels, dans lequel il y aurait aussi le secret du grand œuvre. Alors vous avez parlé d'héroïne, mais l'héroïne c'est peut-être aussi autre chose, puisque on parle dans votre ouvrage de certains territoires perdus à cause de la drogue. Et la question qu'on se pose, c'est ces drogues douces vont-elles être remplacées par crack et cocaïne, d'autres mercenaires qui remplaceraient les imams et les islamistes? Bien sûr. Actuellement, qu'est-ce qui intéresse
les réseaux de vente, c'est de faire de l'argent. Si ces drogues douces sont légalisées, on fera plus d'argent avec ça. Donc ils font de l'argent avec des drogues plus dures. Je pense sincèrement que le pouvoir de la République est perdu dans certains quartiers parce que ces quartiers sont tenus par des réseaux de dealers qui contrôlent les identités des gens qui entrent et qui sortent, et qui ont tout pouvoir, et qui n'hésitent pas à attaquer la police, et d'une manière générale toutes les forces de l'ordre, dès qu'ils ont l'impression qu'on met un pied dans leur plate-bande. Dernier volet. Science-fiction et histoire inconnue. Si des connaissances nucléaires existaient déjà du temps des pharaons, faut-il imaginer d'autres niveaux de connaissances d'origine inconnue? Et ma question c'est, est-ce qu'on n'est pas, avec votre ouvrage, dans une revisitation de la revue Planète, Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans, et pourquoi pas le film 5e élément? Quand on voit ce qu'on voit, et quand on sait ce qu'on sait, on voit bien ce qu'on saurait si on savait ce qu'on ne voit pas. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Parlons un peu des pyramides, par exemple. Écoutez, regardez la pyramide de Khéops, c'est une merveille. Elle est d'un équilibre, elle est d'une harmonie extraordinaire. Elle a des dimensions très précises, hein, c'est le rapport pi entre la hauteur et la largeur. Regardez les pyramides de Snéfrou, son père, c'est pas beau, c'est moche, les pentes sont tronquées. Et regardez les pyramides de Képhren et Mykérinos, les successeurs de Khéops, elles ont les mêmes proportions, ça ils ont pas oublié, mais elles sont plus petites. Donc oui, les pyramides... Récèleraient quelque chose? Pardon? Est-ce qu'elles récèleraient quelque chose? Je pense que oui. Elles récèlent de la connaissance et elles récèlent certainement, elles contenaient certainement autre chose qu'un sarcophage. D'ailleurs, à côté de la pyramide de Khéops, il y a des temples funéraires, donc on ne voit pas pourquoi le sarcophage serait au milieu de la pyramide, alors que les temples funéraires sont à côté. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une connaissance d'une énergie que nous ne connaissons pas aujourd'hui et que certains auraient obtenue d'une manière extraordinaire? C'est ce que je me plais à imaginer. Et regardez les fautes d'orthographe dans le nom du pharaon Khéops en hiéroglyphes, là, que je détaille dans le livre. C'est pas tout de la fiction. Bien écoutez, on n'en dira pas plus parce qu'il faut absolument lire ce livre. Il faut absolument que des réalisateurs de films lisent ce livre pour que nous le voyions, non seulement nous le lisions, mais nous puissions le voir en salle de spectacle très prochainement. Et bonne route pour Chavas. Eh bien, merci Bernard Denis Larocque. Merci à vous.